Bonjour à tous, je vais parler tout doucement pour le début du webinaire. Comme vous le savez très certainement, le temps que vous arriviez tous à être connectés. Merci beaucoup d'être avec nous. En ce vendredi 25 octobre, à l'occasion de la Semaine Bleue, nous avons le plaisir de vous proposer ce dernier webinaire donc de l'année 2024 pour l'Institut for Positive Food, un webinaire intitulé Pour une meilleure alimentation des seniors, entre théorie et pratique. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, juste maintenant. Merci d'être avec nous. Je vous laisse tous arriver, vous installer tranquillement. Le vieillissement démographique est un enjeu planétaire majeur. Vous le savez, la population mondiale âgée de 60 ans et plus a doublé depuis 1980. Elle devrait atteindre 2 milliards d'ici 2050. 2 milliards de personnes âgées de 60 ans et plus d'ici 2050. Pour vous donner un petit ordre d'idée, dans les années 1930, on était 2 milliards. Tous, on était 2 milliards sur la planète. En France, on compte aujourd'hui plus de 67 millions d'habitants. Sur ces 67 millions d'habitants, il y a 20% de personnes de plus de 65 ans. 10%, une personne sur 10 en France a plus de 75 ans. Donc, dans ce contexte, vous comprenez que permettre à la population de bien vieillir, c'est-à-dire de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, c'est un enjeu crucial. L'alimentation et l'activité physique aussi, on en parlera dans ce webinaire. Il joue un rôle fondamental, bien entendu. Bonjour à vous tous qui commencez à nous saluer sur le chat. On est ravis de vous accueillir. Comment parvient-on à traduire les recommandations, la théorie en actions de prévention efficaces pour informer correctement les personnes concernées, prévenir bien sûr les problèmes de malnutrition ou plus grave de dénutrition. On va en parler bien sûr dans ce webinaire. Comment réussir une action de prévention nutritionnelle menée auprès des seniors. On est ensemble pendant 1h20. Bonjour encore à tous ceux qui nous saluent sur le chat. Nous allons bénéficier pendant cette heure 20 des interventions de deux expertes que je voudrais tout d'abord saluer. Le professeur Agathe Reynaud-Simon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin gériatre à Bichat, donc l'hôpital public, spécialisé en nutrition de la personne âgée. Bonjour. Le docteur... Bonjour. Merci d'être avec nous. Le docteur Nicole Darmon, directrice de recherche honoraire à l'INRAE. Bonjour Nicole, experte également en nutrition et en santé publique. Nicole, vous êtes spécialiste de l'alimentation durable et des inégalités sociales en nutrition. Votre regard va être très intéressant pour nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, nous allons également profiter de 3 témoignages d'actions de prévention, donc du terrain dans ce webinaire avec Justine Chang qui a conçu pour des retraités non dépendants un spectacle de prévention qui s'appelle « À quelle heure chez toi ?» On en parlera tout à l'heure. Merci, bonjour à vous Justine. C'est un spectacle que vous présentez en résidence, vous présentiez, on va le voir puisque vous avez quitté votre poste de chargé de projet, que vous présentiez en résidence autonomie. Justine Prigent, chef de projet pour le programme ALISA. ALISA, c'est un programme qui a été conçu avec l'Institut for Positive Food au centre de recherche de l'Institut LIF, qui était l'ancien Institut Paul Bocuse. Pour ceux qui connaissent, ALISA, c'est un programme composé d'ateliers de prévention à l'alimentation saine et durable. Et vous adressez ces ateliers aux personnes âgées de plus de 55 ans. On verra ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Pauline Renard, autre intervenante pour parler du terrain aussi. Bonjour Pauline, vous êtes fondatrice de l'entreprise La Picorée, qui a mis au point une innovation culinaire ou alimentaire pour prévenir les problèmes de nutrition chez les personnes âgées. On en parlera tout à l'heure, vous allez nous donner l'eau à la bouche, je l'espère. Donner l'envie de manger en tout cas. On terminera la demi-heure de ce webinaire ensemble avec quelques échanges en table ronde
pendant lesquels nous accueillerons Aline Victor, qui est nutritionniste. Bonjour Aline. Vous accompagnez depuis plus de 20 ans les établissements, en tout cas vous avez accompagné pendant de très nombreuses années les établissements de santé et du médico-social dans leur stratégie nutritionnelle. Et vous avez aussi une double casquette puisque vous avez travaillé pour un groupe de compléments nutritionnels sur l'alimentation de la personne âgée à domicile. Ce sera intéressant aussi d'avoir ce double regard. Merci à vous d'être avec nous. Je voudrais saluer également les membres du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food qui sont présents également, qui sont avec nous. Philippe Legrand, Jean-Louis Perrault, Daniel Thomé, bien sûr, qui nous ont rejoints. Ils prendront la parole. On vous laissera intervenir, bien sûr, si vous le souhaitez, tout à l'heure en table ronde. J'indique que Nicole Darmon est également membre du conseil scientifique de l'Institut for a Positive Food. Et on excuse les deux autres membres du conseil scientifique qui sont Yvette Soustre, l'autre membre, c'est la seule qui sera absente, je crois. Ah non, avec Pascal Ebel, pardon, j'allais vous oublier Pascal, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais à qui on pense très fort et qui soutiennent bien sûr ce dernier webinaire de l'année. Merci à tous d'être connectés à présent. Je vais laisser la parole au professeur Agathe Reynaud-Simon pour démarrer ce webinaire. Vous êtes présidente du collectif de lutte contre la dénutrition, vice-présidente de la Fédération française de nutrition également. C'est le sujet de votre vie, je crois, la nutrition chez les seniors. J'aimerais que vous nous présentiez les besoins alimentaires des seniors, les enjeux aussi en matière de santé, peut-être pour démarrer. On vous laisse la parole pendant une quinzaine de minutes. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Et là, la question qui va se poser, c'est justement comment on fait en pratique et quels sont les bons indicateurs, j'ai fait des bêtises évidemment, pour traiter efficacement et prévenir de manière efficace les troubles nutritionnels des personnes âgées. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle spécialement de l'alimentation des seniors plus que celle des adultes? Alors, il y a des modifications physiologiques, ou en tout cas habituelles chez les personnes âgées, qui font que les personnes âgées sont plus vulnérables sur les questions nutritionnelles, leur équilibre nutritionnel est plus difficile à maintenir. La première chose, vous voyez à gauche, c'est que déjà la corpulence change au cours du temps. Et si on regarde les courbes d'IMC, donc de corpulence de la personne âgée depuis l'âge de 18-24 ans jusqu'à plus de 80 ans, en fait, on voit qu'on prend du poids en vieillissant, les hommes un peu plus que les femmes en bleu. Et puis, on a l'impression qu'il se passe comme un espèce de plateau. Mais pendant ce plateau pondéral, il y a des modifications de la composition corporelle, ce que vous pouvez voir au milieu, avec au cours du vieillissement une diminution de la masse musculaire et une augmentation relative ou vraiment importante de la masse grasse. Et donc, si les premières images en haut montrent des coupes de cuisses d'un homme d'une trentaine d'années en bonne santé, vous voyez que le muscle couvre presque toute la surface de la cuisse, la visualiser en IRM, et il y a un fin liseré de tissu adipeux en blanc. En dessous, vous voyez les cuisses d'une dame de 85 ans qui n'a pas tellement un volume de cuisses plus important, mais la surface musculaire est clairement réduite. Elle est surtout infiltrée de gras, tout le blanc qui apparaît dans le muscle. C'est ce qu'on appelle la myostéatose, le gras dans le muscle. Et ça, c'est pas bon pour la performance musculaire, vous vous en doutez. Et puis, quelquefois, il y a non seulement une réduction de la masse musculaire, mais une augmentation importante du tissu adipeux. Donc, toutes ces modifications de la composition corporelle sont un peu particulièrement prégnantes chez la personne âgée. Et puis, le dernier point qui met les personnes âgées à risque de fragilité, de dénutrition, c'est une mauvaise régulation de l'appétit et en particulier la difficulté à reprendre du poids après un événement intercurrent, médical, chirurgical, personnel qui vous a coupé l'appétit pendant quelque temps. Donc, vous voyez que les seniors, c'est un petit peu différent des adultes plus jeunes. Et donc, dans cette population, qu'est-ce qu'on va chercher à prévenir? Finalement, tous les troubles nutritionnels
la fragilité, la sarcopénie, la dénutrition qui témoignent surtout d'une insuffisance de masse, de fonction, de force musculaire, mais aussi l'obésité, parce que trop de gras, c'est pas forcément une bonne chose aussi. Les complications de l'obésité se voient aussi chez les personnes âgées. Et puis, finalement, ce qui peut presque leur arriver de pire dans certains cas, c'est l'obésité sarcopénique, donc pas assez de muscles et trop de gras. Donc, on voyait qu'on cible particulièrement la composition corporelle, mais on essaye aussi de prévenir les carences en nutriments et puis l'insuffisance de consommation de fibres, pour être assez schématique. Alors, je mets ma petite flèche. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut se donner des objectifs nutritionnels. Alors, ce qui est important chez les personnes âgées, c'est de pas maigrir, mais pas non plus forcément de trop grossir. Et du coup, les besoins énergétiques sont très différents d'un individu à l'autre. On sait qu'on mange le bon nombre de calories quand on garde un poids stable à son poids de forme. Donc, ça, c'est assez individu dépendant. Les repères, c'est environ 30 calories kilo-jour, mais je vous dis, c'est assez différent. Et la meilleure façon de savoir si on mange suffisamment et pas trop d'énergie, c'est de se peser régulièrement et de voir que son poids est stable. Les besoins protéiques sont plus importants chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes. Donc, les recommandations vont aller un peu dans ce sens. C'est-à-dire que si un adulte jeune en bonne santé a besoin à peu près de 0,8 g de protéines par kilo et par jour, vous voyez que chez les personnes âgées, pour en particulier prévenir la fragilité, on a besoin plutôt de 1 à 1,2 g kilo jour. Les vitamines, minéraux et oligo-éléments, les besoins ne sont pas tellement différents de l'adulte jeune. Ils sont habituellement bien comblés par une alimentation diversifiée, sauf pour la vitamine D, où les carences sont importantes en l'absence de supplémentation médicamenteuse. Il faut des fibres aussi, bien sûr, des fruits et légumes, des céréales complètes, des légumineuses, et puis il ne faut pas oublier une bonne hydratation avec boire 1 à 1,5 litres d'eau ou équivalent par jour. Ce qu'on aimerait bien prévenir en premier, c'est la fragilité. Alors, la fragilité, elle peut être définie par des critères nutritionnels, musculaires, comme la perte de poids, la diminution de la force musculaire, la diminution de la vitesse de la marche, par la sédentarité, la diminution d'activité physique. Et finalement, on s'aperçoit que cette fragilité, elle est aussi neurologique. On est plus fragile si on a des troubles cognitifs ou une dépression, par exemple. Et puis, elle peut être aussi sociale. Et globalement, les déterminants de la fragilité, ils sont très multiples. Ils sont ce qu'on a reçu à la naissance, de la génétique, les interactions génétiques-environnement avec l'épigénétique, notre parcours de vie, les événements qui sont passés. Et vous voyez que la fragilité, elle augmente au cours du vieillissement. En dessous, là, vous avez un petit histogramme qui montre que finalement, avant 60 ans, la prévalence de la fragilité, elle est faible, de l'ordre de 2-3%. Et puis, quand on augmente en âge, ça augmente aussi bien chez les femmes en rose et chez les hommes en bleu. Et même, vous voyez que la fragilité, elle arrive plus précocement chez les femmes, probablement en partie parce que le muscle des femmes n'est moins massif, il y a moins de masse, il y a moins de force que chez l'homme, et probablement aussi d'autres facteurs liés peut-être aux variations hormonales ou au mode de vie. En tout cas, cette fragilité, quand on étudie sur le long terme, on va voir que dans les 3, 5, 7 ans qui suivent, vont augmenter le nombre de chutes, d'hospitalisations, de dépendances, l'institutionnalisation et les décès. Et donc, parmi les facteurs modifiables de cette fragilité, eh bien, il y a la nutrition. On veut aussi, dans un stade plus avancé, la fragilité, ça peut arriver à la dénutrition. Ce n'est pas exactement les mêmes définitions, mais ça représente quand même aussi une histoire de muscles. La dénutrition, c'est un
diminution des apports en nutriments par rapport à une augmentation des besoins en nutriments. Donc, c'est un déséquilibre apport-besoin. Quand on manque d'apport nutriments, d'énergie en particulier, on va un peu piocher dans son tissu adipeux. Mais le tissu adipeux, en fait, il est mobilisable assez lentement. Et donc, quand on a un épisode aigu ou une maladie chronique, finalement, le tissu adipeux ne fournit de l'énergie, mais pas assez vite, et ne peut pas fournir des protéines dont on a besoin pour entretenir ses fonctions corporelles. Et donc, assez rapidement, on va piocher dans le muscle. Et quand on va piocher dans le muscle, on va diminuer sa masse et sa force musculaire, et par conséquence, diminuer ses capacités fonctionnelles et augmenter ses chutes, ses fractures, etc. Et quand on diminue sa masse musculaire par des mécanismes qui sont en fait assez compliqués et pas encore vraiment élucidés, il y a aussi une baisse de l'immunité et donc un risque d'infection qui est beaucoup plus important. On le voit en particulier pour les infections nosocomiales à l'hôpital, mais aussi à domicile. Les complications médicales et chirurgicales et la dénutrition augmentent les hospitalisations, les réhospitalisations et les décès. Alors, la prévention précoce, c'est vraiment l'objectif du programme ICOP. ICOP, ça veut dire Integrated Care for Older People. C'est un programme de l'OMS qui vise finalement à bien vieillir, prévenir la dépendance et préserver son capital santé pour profiter et pour faire ce que vous aimez le plus longtemps possible. Donc, la qualité de vie est un sujet important. Et finalement, pour faire ça, ils ont ciblé 6 panels de capacité intrinsèque. Ils réfléchissent en termes de capacité fonctionnelle intrinsèque. Et donc, la mémoire et la psychologie, c'est-à-dire est-ce qu'on a des troubles cognitifs, est-ce qu'on a des troubles psychologiques, est-ce qu'on est déprimé ou autre, est-ce qu'on est anxieux. Les fonctions sensorielles, la vision et l'audition. Et vous voyez que la nutrition et la mobilité sont des facteurs vraiment ciblés pour la prévention précoce du vieillissement, disons, moins bien chez les personnes âgées. Dans ce contexte-là, il y a une collaboration entre l'Union des gérontopoles de France et la CNSA pour produire des documents. D'abord, un premier document qui a été proposé par le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine sur l'alimentation et surtout sur l'activité physique en un parcours. Et puis ensuite, on a proposé avec le Gérontopole des Pays de la Loire et le Gérontopole d'Île-de-France une analyse scientifique des critères d'efficience d'une action de prévention de la dénutrition des seniors et avec une synthèse communiquée sous la forme de comment favoriser l'adoption de comportements favorables à la santé et là, sur la nutrition et l'activité physique aussi. Alors, cette synthèse, ce document, il a été fait en fait sur une revue de la littérature et la recherche bibliographique a été faite sur la base de données PubMed pour des articles nationaux et internationaux publiés entre 2010 et 2023 avec des mots-clés qui concernent la personne âgée à domicile, les interventions nutritionnelles, l'éducation nutritionnelle, le bien vieillir, des études interventionnelles et de la prévention primaire. Et donc, les interventions, elles ciblent un public à partir de l'âge de 60 ans. Donc, vous voyez que plus ça va, plus on essaye d'améliorer la qualité du vieillissement en allant chercher des gens de plus en plus jeunes. Et donc, l'intérêt pour la prévention, c'est d'avoir affaire à des personnes qui sont autonomes. Et l'idée, c'est qu'elles ne deviennent pas dépendantes et elles vivent à domicile le plus souvent. Et donc, ce qui a été identifié, c'est 23 articles d'études interventionnelles et 9 articles de revue de la littérature. Alors, l'analyse des articles, elle a été faite sur plusieurs points. Alors, c'est vraiment pas une chose facile que de
changer les comportements alimentaires et finalement la façon de percevoir son alimentation par les individus. Et donc, la question de la théorie de la cognition sociale, les connaissances et croyances de la personne sont au cœur du changement de leur comportement. Et donc, la question, c'est comment on va pouvoir changer leur vision des aliments, de leur alimentation. Donc, ça fait partie des choses qui ont été regardées de plus près. Le format des interventions, soit en présentiel, des sessions d'éducation thérapeutique, des ateliers pratiques, des interventions qui ont été faites en distanciel, par mail, par voie postale ou par appel téléphonique, ou hybride, ateliers présentiels et par exemple suivi de contacts téléphoniques. Et puis on a regardé aussi quels supports ils ont utilisés, les livrets réalisés de façon participative, les outils façon checklist et les carnets de suivi. Alors, schématiquement, les résultats de cette analyse peuvent être rapportés en 8 points. Le premier point, c'est on a l'impression que ce qui est vraiment le plus efficace, c'est de combiner des apports théoriques et la mise en pratique dans des sessions d'éducation nutritionnelle. Et donc, c'est bien de donner des flyers, de donner des informations sur le papier, mais finalement, on a l'impression que c'est vraiment important que les personnes elles-mêmes mettent la main à la pâte pour traduire de manière concrète et intégrer les gestes pour la cuisine. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire des ateliers de cuisine, de dégustation, des échanges de recettes. Le deuxième point, c'est que associer nutrition et activité physique, c'est assez logique dans la mesure où on parle de muscle. Le muscle, il a besoin d'être nourri. Mais si le muscle n'est pas sollicité et qu'on ne bouge pas, finalement, on ne va pas faire de muscle. Vous voyez comment est notre bras si on le met dans un plat pendant 6 semaines, même si on est bien nourri, le muscle a fondu. Et donc, il faut combiner nutrition et activité physique. Et donc, dans une certaine étude là, qui a été faite, on montre qu'on peut améliorer avec le programme la consommation de fruits et légumes et surtout en particulier qu'on fasse successivement ou de manière combinée à la fois nutrition et activité physique. Et on peut aussi, au mieux, améliorer l'activité physique à 12 mois, soit quand on fait de l'exercice tout seul ou qu'on fait les deux en même temps. Donc ça, c'est vraiment la base de la prise en charge nutritionnelle et de la prévention. Le troisième point, c'est donner des conseils ciblés pour une évolution progressive. C'est vrai que si on propose à une personne d'emblée un programme qui sera complètement nouveau pour lui, où il change ses habitudes alimentaires et sa façon de se comporter en activité physique et toutes les classes d'aliments sont changées, l'adhésion va être vraiment difficile. Et donc, comme on a un objectif de changement de comportement, bon, d'abord, on n'est pas pressé. Il faut donner des messages ciblés, simples, pratiques et renforcés et des conseils spécifiques. Dans certaines études, ils ont proposé une cible à la fois et faire un processus en plusieurs étapes. Et comme ça, on peut avoir progressivement l'adhésion des personnes sur des cibles qui leur paraissent atteignables une par une, pour leur alimentation et pour l'activité physique. Après, la base de la prise en charge nutritionnelle et de l'activité physique, c'est des contenus sur mesure. Les conseils ne peuvent être que individualisés. Ils doivent être personnalisés, ils doivent être adaptés. Et donc ça peut se faire qu'en tête-à-tête avec les professionnels, avec un diététicien, avec un enseignant d'activité physique adaptée, avec un kinésithérapeute. Et donc, ça ne peut pas être un protocole unique pour tout le monde. Et puis, ces rencontres avec les professionnels permettent de mieux évaluer les besoins nutritionnels de chaque individu, ses capacités physiques, son niveau aussi socio-économique, parce qu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde tout le temps, les attentes individuelles, le soutien social, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui va
aider à mettre en place les meilleures pratiques. Et puis même l'environnement physique où on habite, qu'est-ce qu'il y a à proximité de chez soi pour soit faire ses courses, soit faire de l'activité physique. Le 5e point, c'est d'adapter aussi l'animation des groupes, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des groupes un peu homogènes en fonction de l'état de santé ou s'il y a des troubles cognitifs importants. Après, je vous accorde que s'il y a des troubles cognitifs importants, on n'est pas tellement dans la prévention de la dépendance, on va probablement y être aussi, mais on peut quand même avoir une efficacité sur le statut nutritionnel et le statut musculaire qui pourra quand même limiter les complications de la dénutrition dans ces groupes-là. Éviter de stigmatiser les participants, que ce soit pour leur niveau économique, social, culturel ou médical, pour s'adapter vraiment avec le respect de tout le monde. Impliquer les participants tout au long de la démarche. Et donc, si les participants sont impliqués, ils vont beaucoup plus adhérer au programme. Ils peuvent se fixer eux-mêmes leurs objectifs. Soigner les supports d'information. Donc, ils ont proposé des livrets co-construits avec les participants, d'utiliser bien sûr un vocabulaire accessible, des fiches, des schémas. On peut utiliser le facile à lire et à comprendre en particulier, écrire assez gros pour que tout le monde puisse le lire, et puis des carnets de suivi. Et puis vraiment la clé, mais ce qui aussi va demander du personnel, des efforts et donc de l'argent, c'est qu'on va travailler sur la durée. On n'a pas vu d'études efficaces avant une intervention qui dure au moins 3 mois, mais on espère que cette intervention, il faut qu'elle dure dans le temps, donc ça veut dire qu'il faut continuer à solliciter les participants. Il faut des sessions d'éducation hebdomadaires de 30 à 60 minutes. Pour l'activité physique, c'est plutôt 2 fois par semaine. Pour la nutrition, ça peut être 1 fois par semaine. Et puis, le suivi téléphonique régulier. Et puis, donner une certaine autonomie dans l'évaluation du parcours au patient ou au participant lui-même en lui proposant une auto-évaluation par son propre carnet personnel de suivi. Donc, l'idée de ces documents, c'est de donner des bases pour l'élaboration de programmes d'intervention nutritionnelle chez les seniors, mais on est loin de tout savoir. En particulier, on a besoin de mieux évaluer le maintien des habitudes alimentaires sur le long terme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche longtemps? Et puis, l'impact concret sur la prévention de la fragilité, par exemple, et l'impact sur l'autonomie. Ça, il faudrait faire des études à beaucoup plus long terme que ce dont on dispose actuellement. Je vous remercie pour votre attention et je profite du moment d'avoir un petit peu de public pour vous rappeler que la Semaine nationale de la dénutrition aura lieu du 12 au 19 novembre, que vous pouvez labelliser vos actions et vous voyez qu'elles vont figurer sur la carte interactive de la France des actions de la Semaine nationale contre la dénutrition. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Reynaud-Simon. Merci pour cette introduction aux besoins alimentaires et puis à ces facteurs clés pour une prévention nutritionnelle. Merci de nous avoir notamment parlé de ces travaux qui sont réalisés dans le cadre d'une convention entre le CNSA et l'Union des gérontopoles qui nous en disent déjà beaucoup sur ces facteurs clés de la prévention. Il y a déjà des questions qui nous arrivent sur le chat. Merci beaucoup de nous les transmettre. On y répondra à la fin de ce webinaire à l'occasion de notre table ronde. Je vois notamment des questions sur l'âge. À partir de quand est-on senior? Ça sera intéressant bien sûr d'en parler tout à l'heure. Concernant la présentation qui vous est faite aujourd'hui dans ce webinaire, le webinaire sera proposé en replay. Donc vous allez pouvoir bien sûr le revisionner chacune de ces slides à souhait. Je donne la parole à présent à Nicole Darmon. Nicole, vos recherches
visent à traduire les recommandations nutritionnelles, notamment en pratique alimentaire, en vous basant sur l'observation des réalités. Ça, c'est votre credo. Réalité, le petit budget, les jardins partagés, par exemple, les achats au foyer, la restauration collective, le bien vieillir, etc. Nous allons profiter de votre regard très pragmatique, je l'espère à présent, Nicole. Vous êtes présidente de l'association ACTAP également. On pourra en parler peut-être après. Vous nous présentez une recherche qui a bénéficié de multiples financements, à commencer par celui de l'Institut pour la recherche en santé publique, qui a voulu étudier comment justement les ateliers collectifs de prévention peuvent améliorer l'alimentation d'une part, mais aussi la condition physique. Il en a déjà été question un petit peu dans la présentation d'Agathe Reynaud-Simon. Pouvez-vous nous présenter ces travaux qui ont donc impliqué des seniors de plus de 60 ans, je crois, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup de l'invitation et de cette introduction. En effet, je vais vous parler d'un programme en fait qui est à la base un projet de recherche interventionnelle. Et ça me donne l'occasion de dire un petit peu ce que c'est que la recherche interventionnelle en santé des populations. Le petit nom, c'est RISP. Et ce sont toujours des processus de longue haleine parce qu'il faut prendre le temps de passer par un certain nombre d'étapes incontournables qui sont faire l'état des connaissances sur le sujet et les pratiques existantes, identifier des partenaires de la recherche et puis co-construire avec eux à la fois l'intervention en se basant sur les théories de changement de comportement comme ça a été souligné par le professeur Reynaud et aussi co-construire l'évaluation de cette intervention. Et bien sûr, après, il y a toute la mise en œuvre et la communication sur les résultats. Donc, dans le cadre d'Alapage, on est donc dans un projet multipartenarial où on a identifié un certain nombre de partenaires. Au début, il n'y avait que INRAE et l'ORS, l'Observatoire régional de santé en PACA. Puis nous avons eu deux autres acteurs côté recherche, qui sont l'Université d'Avignon et l'Université de Bordeaux. Et puis nos partenaires qui ont un peu changé en cours de projet, mais à la base c'était la Mutualité française et la CARSAT Sud-Est, et puis on a intégré l'ACEPT et Sudéval ainsi qu'un pôle info senior. Et puis au fil de toutes ces années, on a eu plusieurs financeurs, le premier d'entre eux étant l'IRES, l'Institut de recherche en santé publique. Donc l'objectif de cette recherche interventionnelle, c'était vraiment de voir comment améliorer l'alimentation et la condition physique du sujet âgé en évaluant l'impact d'une offre de prévention améliorée, vous verrez pourquoi améliorée, sur l'alimentation et la condition physique de seniors vivant à domicile, en se basant sur une coopération entre chercheurs et acteurs. Ça, c'est important. Ensuite, pour assurer, d'abord pour assurer la faisabilité, puis pour assurer la transférabilité. Et donc, on a identifié 3 axes d'amélioration, justement, par rapport aux actions existantes que nous avions pu identifier. C'est d'une part contribuer à permettre de lutter contre les inégalités sociales de santé, en essayant de favoriser, d'augmenter à minima la participation de seniors socialement isolés et ou économiquement vulnérables. Ensuite, un autre axe, c'était d'améliorer et d'harmoniser la forme et le contenu des ateliers qui s'appelait Nutrition Senior, enfin qui s'appelle encore aujourd'hui souvent Nutrition Senior. Et puis, évidemment, d'évaluer l'impact, mais aussi les processus et le rapport coût-efficacité. Donc, pardon, je suis obligée. Là, voilà. Donc, comme je le disais, c'est une recherche qui s'est inscrite dans la durée puisqu'on a commencé en 2016 avec une étude préalable pour faire l'état des lieux, identifier les partenaires et définir les 3 axes d'amélioration que je vous ai cités. On a en intermédiaire aussi, justement pour cet axe de lutte contre les inégalités sociales de santé, on a développé un programme, une stratégie de recrutement actif qui s'appelle Invite pour faire venir quelques seniors au moins plus éloignés de la prévention. Et on a
co-construit avec nos partenaires le contenu de l'intervention et aussi le contenu et le format de l'évaluation. Donc, au bout du compte, le projet de recherche interventionnelle proprement dit a commencé en 2020. Il a concerné des seniors âgés de 60 ans et plus. Et en fait, il s'agit d'un essai d'intervention randomisé contrôlé par GRAP, c'est-à-dire que le GRAP, c'est un atelier, un groupe de seniors. Donc, on a des ateliers à la page où on va donner l'intervention à la page tout de suite dès le recrutement des personnes. Et puis, des ateliers, un groupe témoin où pendant un certain temps, les personnes participeront uniquement à l'évaluation et rempliront des questionnaires qui vont permettre de savoir où ils se situent sur le côté alimentation et activité physique. Et ensuite, ils pourront bénéficier quand même des ateliers à la page. Donc, on a eu en tout 26 groupes intervention et 12 groupes témoins et 3 points d'évaluation à l'entrée, à la fin de l'atelier et 3 mois après. Alors, rapidement sur le format et le contenu des ateliers à la page. En fait, un atelier, c'est 8 séances de 2h, 2h30. Et donc, on a des animateurs qui sont des professionnels formés aux ateliers à la page. Donc, des professionnels qui sont d'un côté des diététiciennes, qui interviennent sur le volet alimentation et puis sur le volet activité physique, des professionnels en activité physique adaptée. Donc, vous pourrez avoir ce diaporama et vous verrez les différents sujets qui sont traités. Ce qui est important, c'est que pour le volet alimentation, on traite plusieurs sujets, mais on a un fil rouge, un fil conducteur qui est la diversité alimentaire. Et puis pour le volet activité physique, on a l'originalité d'adresser la question de l'activité physique à domicile dans les gestes du quotidien. Donc, je vous donne des exemples d'outils qu'on a développés pour aborder justement la question de la diversité alimentaire, mais on parle aussi d'alimentation durable parce qu'on a vu dans l'étape de co-construction où des seniors, à laquelle des seniors étaient invités, bien sûr, qu'ils étaient intéressés par des thématiques comme l'alimentation durable ou aussi la question du budget. Donc, on a des outils pédagogiques et des activités qui tournent autour de ça, mais le fil rouge, c'est vraiment la diversité alimentaire. Et sur le volet activité physique, on a développé plusieurs outils également. Des livrets d'exercices adaptés, donc destinés à inscrire l'activité physique dans les gestes du quotidien. On ne va pas donner tous les livrets en même temps au senior quand il arrive, mais il y a une personnalisation qui est faite. On a une évaluation de sa condition physique et des axes d'amélioration prioritaires, et en fonction de cette évaluation, on va d'abord lui donner le livret qui est le plus important pour lui. Et puis, il y a aussi un podomètre qui est donné et la possibilité de suivre une petite vidéo pour faire chaque jour un enchaînement d'exercices adaptés. Alors, l'évaluation d'impact des ateliers à la page, donc j'ai déjà dit que c'est un essai randomisé contrôlé par GRAP. On a eu en tout 38 ateliers en région PACA qui se sont déroulés de janvier 2022 à février 2024. On a mesuré plein de choses, mais on a toujours des indicateurs principaux dans ce type d'études. Pour l'alimentation, l'indicateur principal, c'était un score de diversité alimentaire qu'on avait préalablement développé et validé, qui s'appelle le score ORCID. Et pour la condition physique, on avait 2 indicateurs principaux, la force des membres inférieurs et l'équilibre statique. Et puis donc, on a eu des mesures au début de l'atelier, à la fin de l'atelier et 3 mois après la dernière séance de l'atelier. En ce qui concerne la condition physique, en fait, on a eu une efficacité significative, spécifique, d'avoir suivi un atelier à la page, puisque pour ce qui est de la force des membres inférieurs qui se mesure par le nombre de relevés de chaise en 30 secondes,
on a un effet qui s'appelle un effet temps groupe. Ça veut dire que c'est un effet spécifique d'avoir suivi un atelier et pas seulement un effet avant-après. Et donc là, c'est une augmentation significativement supérieure de 0,9 relevé dans le groupe intervention par rapport au groupe témoin. Pour l'équilibre statique, il est mesuré, c'est le deuxième indicateur principal pour l'activité physique, la condition physique. Il est mesuré en regardant le temps que le senior est capable de rester en équilibre sur un pied, les yeux ouverts. Et là aussi, on a un effet spécifique significatif de l'intervention avec une augmentation significativement supérieure de 6,6 secondes dans le groupe intervention par rapport au groupe témoin. Pour ce qui est de l'alimentation, donc notre indicateur principal était le score de diversité alimentaire. Et là, on n'a qu'un effet temps, c'est-à-dire on voit la diversité alimentaire qui s'améliore, mais de façon étonnante, finalement pas si étonnante, on verra pourquoi, mais c'était pas ce qu'on attendait ou ce qu'on espérait idéalement. En fait, ça s'améliore dans les deux groupes. Donc, on n'a pas d'effet, ce fameux effet temps-groupe, puisque l'évolution, elle n'est pas significativement supérieure dans le groupe intervention par rapport au groupe témoin, et ça suggère finalement qu'il y a un effet fort de la participation à l'étude elle-même, et en particulier du remplissage des questionnaires, puisque qu'on soit témoin ou intervention, eh bien, les seniors ont dû répondre à des questionnaires de type rappel de 24 heures, questionnaire de fréquence, et donc, a priori, pas d'effet mesurable par cet indicateur du contenu de l'atelier à la page, spécifique du contenu. Ceci dit, on a quand même aussi une évaluation. Ah, j'ai deux fois. Ah non, j'ai pas. Voilà. On a aussi un volet qualitatif dans l'évaluation de l'impact des ateliers. Et sur le volet alimentation, on a quand même une suggestion d'un impact positif du contenu de l'atelier qu'on n'a peut-être pas été en capacité de mesurer simplement avec l'indicateur de la diversité alimentaire, puisque les participants soulignent, ils mettent en avant, ils déclarent avoir amélioré leur pratique alimentaire, notamment grâce aux connaissances qu'ils ont acquises et grâce aux stratégies, à certaines stratégies et outils proposés par les animateurs. Et effectivement, on voit aussi les recettes là qui ressortent parmi ces stratégies, mais également les autres outils qu'on a pu développer. Donc en conclusion, on est relativement quand même satisfait de tout ce travail. Ça fait presque, pas encore 10 ans, mais en tout cas 8 ans qu'on est sur ce sujet-là, puisqu'on a quand même pu démontrer que à la page est efficace sur la condition physique, et on a probablement une intervention qu'on pourrait dire qu'elle est prometteur, une intervention enfin, on a une suggestion d'un effet d'un impact prometteur sur la diversité alimentaire, puisqu'on a plus 15% d'amélioration entre T0 et T2. Alors, c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on est engagé dans un processus comme ça, après, il y a la suite, il y a la communication, la publication des résultats, on est en plein dedans. On va faire une demande de label Action probante auprès de Santé publique France. On va formaliser la mallette pédagogique et le contenu de la formation des professionnels. Et puis, on va préparer, on a même commencé à préparer, à mettre en œuvre et à monitorer l'implémentation des ateliers à la page, donc leur dissémination. On va commencer dans quelques territoires tests en PACA, et peut-être encore dans quelques années, on envisagera un déploiement pérenne à plus grande échelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicole Darmon pour cette présentation. On est déjà un peu sur un exemple d'action de terrain avec ces ateliers à la page qui m'ont donné envie de vous poser beaucoup de questions. On en parlera tout à l'heure en table ronde notamment. On a parlé de l'importance des connaissances et des croyances dans les conditions de réussite d'une prévention, de l'individualisation de la prévention aussi. Ça sera intéressant qu'on revienne là-dessus juste après. Avant cela, tour de table de nos 3 témoins d'action de prévention, action de terrain. Je vais commencer avec Justine Chang. Justine, vous êtes
je le disais en introduction tout à l'heure, ancienne chargée de projet gérontologique au sein du groupe Calivi. Calivi qui est un groupement d'intérêt économique composé de la CARSAT et des MSA de Bourgogne-Franche-Comté, l'Agirc-Arrco aussi, je crois. Vous avez conçu, donc dans une précédente vie, pour des retraités non dépendants, un spectacle de prévention qui s'intitule « À quelle heure chez toi ?», qui a été présenté en résidence autonomie. Et l'alimentation est un des sujets de ce spectacle. Expliquez-nous de quoi il s'agit précisément et comment vous abordez justement la prévention nutritionnelle dans ce spectacle. Très bien. Je suis ravie déjà d'avoir été invitée à participer à ce webinaire et je vous en remercie. Donc oui, Calivi, il y a plusieurs secteurs au sein de Calivi, notamment les atouts de l'âge. Et donc c'est suite à un sondage auprès des résidences autonomie et MARPA qui est ressorti en fait l'envie, le souhait de nos résidences d'enrichir notre programme de prévention des atouts de l'âge par quelque chose de court, ludique et innovant. Voilà. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un spectacle de prévention mêlant à la fois l'art et la prévention en inculquant des premiers messages de prévention, notamment sur la lutte contre l'isolement social, la dénutrition et la prévention du risque de chute. Et donc, on a passé des auditions avec ma direction. On a ensuite décidé de travailler pour co-créer le spectacle À quelle heure chez toi, donc avec la compagnie Ilia. Les référentiels nationaux nous ont bien été utiles pour mettre en place en fait les messages de prévention à travers la commande artistique, donc notamment avec le professeur Moncondia du CHU de Dijon. Et c'est grâce aussi aux études menées en parallèle avec mon DU nutrition du sujet âgé à la Sorbonne que j'ai pu donc donner pas mal d'informations aux artistes pour qu'ils arrivent à retranscrire avec leur imaginaire artistique ce spectacle de prévention. Donc c'était une commande artistique assez lourde, assez conséquente, avec un cahier des charges élaboré en amont auquel ils ont répondu. Il y a eu un suivi de processus de création également à chaque étape de travail pour valider la direction à prendre ou non de nos artistes. Et concrètement, par exemple, ils ont créé un personnage symbolisant un aidant, pourquoi pas, qui inciterait en fait aux bonnes pratiques. Donc voilà, après, chacun, voilà, on a chacun notre niveau de lecture, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre communiqué de presse et également à visionner notre vidéo promotionnelle du spectacle À quelle heure chez toi qui est disponible sur le site de Calivi et sur notre site internet aussi sur YouTube. Et donc voilà, vous pouvez voir également un exemple d'un flyer. Donc ça, c'était un exemple de spectacle créé à l'issue donc de l'étape test pour ce spectacle de prévention qui est une innovation, je dirais, dans le secteur de la prévention pour les caisses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de cette présentation. On aura sûrement des questions, bien sûr, Justine, à vous poser dans la suite de ce webinaire. Justine Prigent, à présent, notre deuxième Justine du webinaire. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet pour le programme ALISA, qui est chef de projet au centre de recherche de l'Institut LIF, qui est donc l'Institut, je le disais, anciennement Institut Paul Bocuse. ALISA, c'est un programme qui est co-construit avec l'Institut for Positive Food, co-construit aussi avec le programme Vivons en forme, je oubliais personne, et l'Institut LIF de recherche, donc LIF dont je viens de parler. Il s'agit d'un programme d'atelier théorique et pratique, entièrement là dédié cette fois-ci à la prévention nutrition, que vous adressez à des personnes de plus de 55 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en 5 minutes ? Tout à fait, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation également.
Donc, comme on l'a magnifiquement bien présenté, le programme ALISA a été impulsé par l'Institut for a Positive Food, puis ensuite développé aux côtés du Centre de recherche et d'innovation de l'Institut Life et également de l'association Vivons en Forme. C'est donc un programme de prévention tourné autour de l'alimentation à destination des plus de 50 ans. Et il a pour objectif de sensibiliser cette population sur la thématique, mais tout en créant aussi du lien social autour d'une série d'ateliers. Donc l'idée, c'est de mettre en avant la possibilité d'adopter une alimentation saine, durable et accessible dans le but, bien évidemment, de vieillir en forme. Donc via ces ateliers, les seniors se rassemblent, apprennent, découvrent et échangent tout au long des ateliers. Donc aujourd'hui, le programme ALISA est à destination des structures qui désirent s'engager pour la prévention primaire tout en diversifiant leurs activités pour les plus de 50 ans. Donc ça peut être des résidences autonomie, mais aussi des CPTS, des CCAS, des épiceries solidaires ou toute autre structure. Donc comme je l'ai déjà dit, ce programme s'adresse aux personnes autonomes dès 50 ans. Et donc, le dispositif ALISA, aujourd'hui, il y a la possibilité de l'avoir sous deux formats. On a le premier format qui va être des formations qui vont être dispensées aux relais opérationnels locaux des structures qui souhaitent mettre en place ce programme. Donc, on va venir former les professionnels pour qu'ils puissent ensuite être autonomes sur l'animation des ateliers ALISA. Ou alors, si par exemple la structure n'a pas suffisamment de ressources en interne, nous proposons d'animer directement les ateliers ALISA dans ces structures. Il y a également une démarche d'évaluation à visée scientifique dans le programme ALISA où on fait passer des questionnaires de connaissances, mais également des fréquentiels alimentaires avant le début des ateliers, puis à la fin des ateliers. On met également à disposition un kit complet avec des supports de formation. Lorsqu'on va venir former les professionnels, on remet un livret de formateurs pour qu'ils puissent ensuite s'en servir tout au long de la mise en place de l'atelier, mais aussi des outils ludiques avec notamment des jeux pour venir animer les ateliers et rendre les ateliers plus ludiques. Donc, on a le jeu Question pour un oignon, par exemple, ou Menu ménage. Et également un livret de bonnes pratiques qui recense tous les éléments qu'on a pu aborder dans les différents modules qu'on remet aux personnes ayant participé aux ateliers à la fin du dernier atelier. On propose bien évidemment notre accompagnement, notamment pour la mise en œuvre du programme, mais également pour la partie évaluation et également la partie valorisation du programme. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est le programme ALISA? Le programme ALISA, c'est 4 ateliers avec 3 ateliers un peu plus théoriques. Un premier où on va venir aborder l'alimentation, mais surtout l'importance de solliciter l'ensemble des sens dans l'alimentation. Donc, on va venir travailler cette question avec un groupe de personnes de plus de 50 ans. Ensuite, on va venir aborder dans le deuxième atelier des notions un peu plus théoriques sur l'alimentation, mais tout en restant dans une pratique ludique avec notamment les jeux qu'on a pu développer. Le troisième atelier va plus venir aborder la question de la durabilité, car on s'est bien rendu compte que c'était une question qui était souvent trop négligée de la part de cette population. Donc là, on va venir leur présenter des petites solutions à mettre en place au quotidien pour mieux consommer et consommer surtout de manière plus durable. Et enfin, le dernier atelier, l'atelier pratique, c'est l'atelier culinaire. On va pouvoir venir cuisiner tous ensemble et donc venir échanger et terminer ce programme tous ensemble. Hop. Donc aujourd'hui, ALISA, pour faire un petit état des lieux, c'est 8 structures qui ont bénéficié du programme. On a environ 80 seniors qui ont donc suivi l'ensemble du programme et on a formé environ 15 animateurs sur le programme. Donc aujourd'hui, on a développé principalement dans les régions de l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais également dans le nord de la France. On a pu aussi récolter des données via les questionnaires et on a pu mettre en avant notamment une amélioration du score des connaissances moyen entre avant et après les ateliers ALISA. Mais c'est surtout évidemment un moment de partage, un moment de convivialité qui permet en fait aux personnes un peu plus isolées de retrouver du lien social. Ce qui en ressort des ateliers, c'est surtout des découvertes, des premières fois, mais aussi des échanges de bonnes pratiques entre les seniors.
Et enfin, donc, on a pu valoriser ce programme lors de conférences plus scientifiques. Et juste, je termine sur les perspectives. Donc aujourd'hui, nous souhaitons accélérer le déploiement d'ALISA dans différentes régions, mais aussi différentes structures, mais également renforcer le volet mesures d'impact avec un plus grand échantillon, mais aussi à plus long terme pour essayer de voir un changement dans les habitudes alimentaires notamment. Et donc, nous souhaitons aussi mettre en place de nouveaux partenariats pour accélérer ce déploiement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter ou juste pour prendre des renseignements. Vous avez les coordonnées sur la slide juste ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine. Je vais en profiter pour vous poser, Justine, juste une ou deux questions qui apparaissent dans le chat. Merci beaucoup de les laisser. C'est juste concernant les 80 seniors qui ont déjà suivi le programme. On me demande, est-ce que vous avez l'information, est-ce que ce sont des actifs ou des non-actifs, puisque c'est à partir de 50 ans? C'est en général des personnes qui sont retraitées quand même, pour la plupart. La plupart sont retraités. Très bien. La majeure partie. Et est-ce que vous avez l'information sur la tranche d'âge des seniors qui ont effectivement participé à ALISA? Alors, on a une majorité, si je ne me trompe pas, autour de 65 ans quand même. Majorité autour de 65. Voilà pour la première réponse. Merci beaucoup. Merci. On continue notre tour de table des actions. Dernière action que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui, c'est celle de Pauline Renard. Merci beaucoup Pauline. Bonjour d'être avec nous, fondatrice donc de l'entreprise La Picorée, qui est née il y a 3 ans, La Picorée, 3 ans et demi même, oui. À Montpellier, je crois, dans le sud de la France. Vous avez pris 2 années de recherche et développement. Donc très important au lancement de l'entreprise. Et puis, depuis 1 an, vous commercialisez ce qui, selon vous, permet le mieux aux personnes en situation de dénutrition ou en phase de dénutrition de manger bon et bien. Alors, ce sont des mini-cakes qui donnent évidemment envie. C'est ce que vous allez nous présenter. Vous êtes lauréate prix Innovation l'an dernier, en 2023, par l'Institut for Positive Food. Bravo à vous. Présentez-nous cette gourmandise des mini-cakes. Comment contribue-t-il à la prévention de problèmes de nutrition? Merci Marine pour cette introduction et merci pour l'invitation à ce beau webinaire. Qu'est-ce qui m'a amené à créer La Picorée? C'est avant tout en fait une expérience personnelle avec mes proches. Donc c'était mes 2 grands-pères qui sont décédés d'un cancer et qui sont retrouvés dénutris. Et donc quand je les ai accompagnés dans la dénutrition, j'ai fait un petit peu le tour des solutions qui existaient. Et donc je me suis rendu compte que pour prendre en charge la dénutrition, les stratégies de prise en charge étaient suivaient plusieurs étapes. La première, c'était personnaliser les repas au maximum au niveau des goûts, des textures. Suite à la personnalisation, l'objectif c'était d'enrichir les repas de manière la plus naturelle possible, donc avec du beurre, de la crème, de l'huile, ça peut être aussi avec des poudres de protéines. Mais je me suis rendu compte que c'était pas toujours facile de le faire à la maison. Parce que quand on enrichissait les plats en protéines et en calories, ça pouvait saturer au niveau des goûts, des textures, surtout sur des petites portions pour des personnes qui n'ont pas faim. Et après, la 3e étape, c'était donc de proposer des compléments nutritionnels oraux en plus des repas, à raison de 2 par jour environ. Et là, je me suis rendu compte que sur le marché, 95% des produits proposés étaient sous format de crème ou de boissons lactées hyperprotéinées. Donc, c'était assez standardisé, assez médicalisé comme format. Et puis ensuite, il y a les dernières étapes de nutrition artificielle. Mais là, j'ai pas été confrontée à ces étapes-là avec mes proches. Donc quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que la cuisine conventionnelle, c'était difficile de la personnaliser et de l'enrichir. En tout cas, il fallait y être formé et avoir du temps. Et après, il y avait les compléments nutritionnels, comme je vous ai expliqué. Et au-delà, en fait, de la partie un peu standardisation de ces produits-là, on se rend compte dans les études que jusqu'à 50% des personnes ne les consomment pas sur le long terme.
Et on a pu faire le même constat dans les établissements parce que c'est des formats qui sont souvent donc redondants et qui peuvent entraîner donc une lassitude et un gaspillage des produits. Puis je me suis rendu compte que ces produits, certains étaient assez ultra transformés et donc j'avais envie d'apporter une alternative en créant donc une entreprise, la Picoré, avec des produits qui ne se substituent ni à la cuisine enrichie qui est pour nous la première étape de prise en charge, ni aux compléments nutritionnels actuels qui sont efficaces et qui sont intéressants. Mais voilà, proposer une alternative qui combine besoins nutritionnels spécifiques de la personne, donc dénutrie, notamment âgée, la notion de plaisir et la notion de naturalité. Donc, on a créé l'entreprise en 2021 et donc on a fait 3 ans de recherche et développement avec pour principal challenge R&D donc les challenges que je vais vous présenter dans cette diapositive. Donc, le premier challenge, c'était la performance nutritionnelle. Donc, comment proposer un aliment qui prend en compte les critères nutritionnels de la personne âgée dénutrie. Donc là, on s'est tourné sur donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais aussi donc sur les critères de produits qu'on appelle DADFMS, donc denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, qui a un statut en fait pour des produits alimentaires au niveau européen, qui sont des produits qui ciblent des pathologies. Voilà, donc pour la dénutrition, il y a des seuils de nutriments, macro et micronutriments stricts à respecter en termes de protéines, calories, lipides notamment. Le deuxième challenge, en fait, c'était de proposer des produits qui soient adaptés au niveau organoleptique, donc en termes de texture, odeur et goût, à la personne âgée et dénutrie. Voilà, donc on a pris en compte toutes ces problématiques, donc au niveau de problèmes notamment par exemple de dysphagie, de problèmes de fausse route, de perte d'appétit, de modifications sensorielles au niveau des odeurs et des goûts. Ensuite, donc, on a pris en compte des critères de conservation parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fabrique des produits alimentaires et notamment qui sont destinés à des hôpitaux, des cliniques, les durées de conservation de ces produits sont longues. Donc, on a une exigence en fait d'avoir des produits qui se consomment minimum 6 mois ou 9 mois. Donc ça, c'était un vrai challenge aussi de proposer des produits les plus naturels possibles qui se conservent longtemps. Il y avait des enjeux d'emballage, donc pour que l'emballage soit adapté aussi à des personnes âgées en termes de praxie, qui ont par exemple des difficultés à ouvrir avec leurs doigts des petites ouvertures. Et puis donc un challenge de clean label, donc essayer au maximum de réduire les additifs, les arômes artificiels de ces produits et d'avoir un sourcing responsable. Voilà, donc on a fait 18 mois de recherche et développement en lien avec notamment des équipes de l'INRAE et du CIRAD à Montpellier. Et donc, on a abouti à une gamme qu'on appelle les petits PEPS. Donc, c'est des mini-cakes hyper protéinés, hyper caloriques qui ont le statut donc de DADFMS. Donc, ce qui caractérise ce produit, c'est avant tout donc le profil protéique. Donc, c'est un produit donc qui est destiné pour des personnes dénutries, notamment âgées. Donc, c'est un mix de protéines animales et végétales. Donc, c'est un produit qui est 3 fois plus protéiné qu'un mini-cake qu'on peut retrouver dans le commerce classique. C'est un produit aussi qui est adapté à l'alimentation fractionnée. Donc, les personnes qui sont concernées par la dénutrition, elles ont donc un petit appétit, elles ont tendance à consommer de manière fractionnée tout au long de la journée. Donc, on a adapté le format avec un petit cake de 8,5 grammes pour que ce produit puisse être picoré, d'où le nom de l'entreprise, tout au long de la journée selon les usages de la personne dénutrie et âgée, et puis en plus des repas. Et c'est aussi adapté au manger-main. Donc, ça peut être adapté pour des patients âgés qui ont des problèmes de praxie ou qui ont des troubles neurocognitifs comme Alzheimer ou Parkinson. Donc, ils peuvent consommer ce produit en autonomie. C'est aussi donc un produit qui est moelleux et fondant. Donc, on a beaucoup travaillé la texture avec notamment des orthophonistes pour que ce produit puisse être adapté à des problèmes de mastication et déglutition de personnes âgées qui ont des problèmes donc de déglutition modérée.
On a également travaillé donc sur l'aspect Clean Label. Donc c'est un produit qui est fait en France, qui est sans colorant, sans arôme artificiel. Et dans notre catégorie de produits sur le marché, donc on est le produit qui a le moins d'additifs. Donc pour être sûr que ce produit convenait bien aux personnes âgées et malades, donc à risque de dénutrition ou dénutrie, on a mené donc 2 études auprès donc de patients dans des établissements de soins, donc notamment une étude au sein de l'Institut du cancer de Montpellier sur 60 patients en oncogériatrie. Et l'objectif, c'était de faire goûter donc ce produit avant la commercialisation pour être sûr que l'aspect, le format, le goût convenaient bien aux patients qui allaient le consommer. Donc c'est une étude qui a duré plusieurs mois et on a fait tester donc 2 saveurs, le mini cake vanille amande et le mini cake tomate tarte de Provence, qui est un mini cake donc salé. Et donc là, sur cette population de patients en oncogériatrie, on a pu voir que on avait un très bon retour d'acceptabilité sur le mini cake saveur vanille amande, avec 85% des patients qui ont beaucoup aimé. Donc cette étude nous a permis aussi d'ajuster certains éléments, notamment le format, parce que dans l'étude, le petit cake était 2 fois plus gros et c'est les patients qui nous ont dit que ça serait plus intéressant d'avoir un petit format bouché. On a aussi rehaussé un petit peu la saveur vanille qui n'était pas bien perçue. Donc ce cake a été aussi évalué comme facile à avaler et non écœurant. Et puis donc sur la saveur salée tomate tarte de Provence, on a pu voir qu'en fait on était plus sur 55% d'adhésion, donc une personne âgée sur 2. Donc certaines personnes adorent ce produit, d'autres aiment moins. Donc c'est une saveur un peu plus clivante. Mais avec quand même des bons résultats. Et donc là, on mène une étude au CHU de Montpellier, au SSR en gériatrie, pour avoir des données complémentaires sur l'observance de nos produits. Voilà. Et pour finir, ce qui était aussi très important pour nous, c'est de proposer une gamme de produits avec une approche positive de l'alimentation, parce que pour qu'un produit nutritionnel performant soit bien consommé, il faut aussi que ça donne envie. Et avec la Picorée, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi apporter du peps et de la joie aux personnes dénutries à travers donc des présentations et des produits qui donnent envie à tous et qui ne seront pas stigmatisants pour la personne âgée ou malade. Merci beaucoup, merci Pauline de cette présentation de ce produit donc de la picorée pour bien picorer. Également, le jeu de mots est intéressant. Merci beaucoup. On va prendre quelques minutes pour échanger sous forme de table ronde avec vous tous, l'ensemble des intervenants. Merci à tous ceux qui laissent des questions ou des commentaires sur le chat. Je vais essayer de faire le tour de ces différentes questions. Je voudrais vous présenter Aline Victor qui est avec nous également. Bonjour Aline. Bonjour. Aline, donc je l'ai dit en introduction, vous avez un parcours qui est très intéressant parce que vous avez à la fois accompagné des structures, mais aussi travaillé sur la personne âgée à domicile. Et notamment comment lui apporter une alimentation, une autre alimentation ou plus adaptée à ses besoins. Certains vous connaissent aussi peut-être avec votre casquette d'animatrice de réseau de Gérontopole, puisque vous l'avez été. Vous avez donc une bonne connaissance de la problématique et de cet écosystème. Cette année, je le dis également, vous avez créé votre société Avisée pour promouvoir la santé justement et l'importance de l'alimentation sur la santé en entreprise. Et ça va répondre aussi à une des personnes qui nous a interpellés sur le chat. Comment fait-on pour s'adresser aussi à des personnes âgées, donc plus de 50 ans, présents qui sont actifs, déjà actifs. Avant de répondre à cette question, je voudrais savoir un peu, on fait le lien là, on essaie de comprendre comment faire de la pédagogie sur des données théoriques finalement. Comment apporter la théorie, pas toujours très digeste. D'autant que on a entendu quelques références, on parle du programme du PNNS, on a entendu parler également de la DAD-FMS, des données de la Haute Autorité de Santé. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de théories, c'est pas facile pour les personnes âgées de s'y retrouver. Quelle connaissance a-t-on, nous, personnes âgées, personnes aidants aussi, de cette théorie? Et quelles sont les difficultés qu'on a à transmettre
Alors, je réponds. Merci Marie pour cette introduction, merci pour l'invitation. En effet, alors on va pas redire ce qui a été dit jusqu'à présent. On va essayer en tout cas, je vais essayer de faire une synthèse de la partie théorique. Je dirais que de façon globale, et ça c'est propre à tout individu, quel que soit l'âge que l'on a, il y a, je pense, une approche holistique qui est important à avoir en tête avant même de parler d'alimentation. On a parlé du lien social, on a parlé de la précarité, mais il y a aussi tout l'environnement, je dirais, de santé. On parle des déserts médicaux, on parle aussi de la surmédicamentation. Donc cette approche holistique, elle est importante pour déjà ancrer, on va dire, un environnement propice à l'envie de mieux manger. Donc faire l'activité physique, avoir un bon sommeil, moins de stress, etc., etc. D'où aussi le fait d'interagir plus tôt et pas attendre de 65 ans pour agir sous cette approche holistique, et qu'il faut le commencer beaucoup plus tôt. On l'a dit aussi tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le capital santé qui est primordial. La deuxième chose dont Pauline a bien insisté à la fin, c'est cette notion de plaisir qui doit être commune à tout le monde. On mange avant tout par le goût, la vue, les sens. Donc, si cette notion de plaisir, elle n'est pas présente, forcément, on aura moins envie de manger et envie en tout cas, de mieux manger. Et puis ensuite, sur ce qui est effectivement très spécifique à la personne âgée, et on reviendra, je pense, sur le terme senior, c'est effectivement de bien comprendre qu'à un moment donné, on a des besoins spécifiques après un certain âge. Comme on l'a quand on est enfant, on a des besoins spécifiques. Et bien, avec l'âge, on a des besoins spécifiques. Et ça, il faut arriver effectivement à faire passer les messages sans trop stigmatiser, parce qu'on sait aussi que le terme senior aujourd'hui stigmatise beaucoup et les gens ont du mal à se projeter sur ce terme senior. Et donc, il va y avoir un travail à faire sur les idées reçues, sur le fait qu'on doit manger moins quand on vieillit, qu'on doit faire, que comme on bouge moins, on doit manger différemment. Il y a un travail à faire sur la santé bucco-dentaire. Enfin bref, il y a énormément d'actions autour des changements physiologiques de la personne âgée qui nécessitent à se coordonner entre professionnels. Dans les ateliers Alisa, Justine Prigent, vous parlez théorie. J'ai cru comprendre qu'il y avait des ateliers pratiques où on parle de plaisir de manger, mais il y a aussi de la théorie. Vous l'abordez comme ça, vous leur dites on va faire de la théorie. Ils sont à l'écoute de cette partie-là théorique. Oui, alors oui, il y a une partie théorie, forcément, on est un peu obligé d'en faire un petit peu, mais justement, ce que je disais, c'est qu'on l'amène d'une façon différente. On l'amène via notamment du coup les petits jeux qu'on a pu développer, où on va venir faire plutôt une sorte de question-réponse, question pour un oignon, et on va rebondir en fait sur ces questions-là pour venir apporter de la théorie qui va venir donc nourrir un peu les échanges, et surtout l'objectif c'est de surtout casser en fait les fausses idées reçues, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et juste de rétablir la vérité, mais d'une façon plus conviviale, où on est dans un groupe, on discute, on échange, et c'est plus dans cette approche-là qu'on le fait, en tout cas dans Alisa. Parlons du ciblage des personnes. On retrouve souvent les mêmes, toujours un peu les mêmes dans ces actions de prévention. J'ai l'impression que les personnes déjà sensibilisées ont tendance à aimer aussi être plus curieux peut-être pour participer à ce type d'atelier. Comment on fait pour les motiver, ces personnes-là? Justine, puisque vous étiez avec nous, je vais vous poser la question à vous. Comment on fait pour motiver ceux qui ne sont pas convaincus aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est une grande question, en effet, parce que c'est souvent très compliqué d'aller toucher ces personnes qui ont un intérêt un peu moindre sur l'alimentation. Donc, nous, comment on fonctionne pour Alisa, c'est souvent qu'on a un contact local dans la structure qui, en fait, connaît les personnes. Donc, c'est elle qui va venir présenter le programme Alisa et pouvoir, en fait, embarquer les personnes dans le programme. Ce qui est plus simple parce qu'elle a déjà ce lien. Et après, on mise aussi beaucoup sur le bouche à oreille par la suite. Une fois que les personnes ont participé au programme Alisa, d'en parler autour de lui, et ça fonctionne plutôt dans ce sens-là pour Alisa en tout cas. Alisa, c'est le programme, vous le présentez comme un programme à destination des plus de 50 ans. J'ai vu, je disais plus de 55, mais non, c'est plus de 50 ans. Ça veut dire que vous, potentiellement, vous touchez aussi les actifs, ce qui n'est pas évident d'après ce que j'ai compris, puisque vous êtes plutôt sur une moyenne d'âge de plus de 65 ans. Aline Victor, je voudrais vous entendre sur ce sujet-là. Comment on fait pour pour s'adresser à des salariés, en fait, des salariés de plus de 50 ans?
Alors, c'est un sujet qui commence à arriver dans les entreprises par le biais de la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Le sujet de l'alimentation commence à rentrer effectivement dans les priorités des entreprises. On essaie en tout cas d'induire auprès des dirigeants que la prévalence des maladies chroniques, les premiers signes cliniques comme le diabète, l'obésité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires commencent autour de 40-45 ans. Et quand on voit aussi la durée de travail des salariés, on travaille maintenant jusqu'à 64 ans et peut-être que ça va s'allonger avec le temps. On essaie de faire prendre conscience justement aux dirigeants que l'entreprise doit être un lieu propice à la prévention, un lieu propice à la santé. Faut pas oublier qu'on passe 90% de notre temps dans un lieu fermé, que ce soit à domicile ou en entreprise. Donc, il faut absolument que les entreprises commencent à prendre ce sujet en main. C'est pas simple, mais voilà, en tout cas, c'est des sujets de tendance actuellement. Professeur Agathe Reynaud-Simon, j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là de l'âge. À quel âge on est senior réellement? Est-ce que l'âge est mentionné d'ailleurs dans les facteurs clés de réussite d'une prévention nutritionnelle? Alors, en fait, le vieillissement, c'est un processus continu. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Et où on met le curseur dépend un peu de la question qu'on pose et de ce qu'on veut faire. Vous pouvez prévenir un vieillissement pathologique en arrêtant de fumer à 22 ans. Vous pouvez prévenir le vieillissement pathologique en ayant des bonnes habitudes alimentaires, une éducation importante pendant l'enfance. Après, quand on s'adresse aux personnes âgées, alors vous voyez qu'en effet, ça dépend un peu de la question qu'on pose. En recherche fondamentale, si vous voulez voir des petites modifications des organes avec le vieillissement, vous pouvez très bien avoir un cut-off en effet à 50 ans. Et pourquoi pas faire de la prévention à 50, mais on pourrait aussi bien dire 40 en réalité. En fait, la qualité de notre vieillissement dépend de notre parcours de vie, de tout ce qui s'est passé. Et donc, il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et puis, par exemple, donc ICOP, c'est plutôt 60 ans, donc les programmes d'évaluation très précoce. On parle de 65 ans souvent. Après, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est 70 ans. Et puis, pour l'âge d'admission dans les services de gériatrie est de 75 ans. Et puis, en réalité, l'âge moyen de nos patients est de 87 ans. Donc, vous voyez, ça dépend quel est notre objectif, en fait. Après, si vous demandez à quelqu'un de 15 ans qui est vieux, 30 ans, pour eux, c'est vieux aussi. Je me confirme. Nicole Darmon, d'ailleurs, quelles sont les recommandations sur le programme À la page en matière de ciblage des personnes âgées pour cette prévention? Oui, quand on a commencé les études de préalable avant de commencer la recherche interventionnelle proprement dite, on a fait beaucoup d'auditions et d'échanges avec des professionnels qui menaient des ateliers auprès de seniors, et ils nous ont fait part un peu de leur déception ou de leur difficulté à faire venir des seniors socialement isolés ou économiquement vulnérables. Parce que en fait, ces ateliers se déroulent dans des structures de terrain de type centre social, associations diverses, qui fonctionnent un peu sur le principe de leur file active. Ils ont une file active de seniors qui sont partants pour tout, qui viennent à toutes les activités. Mais voilà, on a plus de mal à faire venir des gens plus éloignés de la prévention, qui sont souvent de statut socio-économique plus faible. Donc, dans le cadre d'À la page et à côté aussi d'À la page, on a développé une procédure qui s'appelle la procédure Invite, où on a vraiment développé des outils particuliers, un déroulé avec une démarche en fait, une première étape qui consiste à identifier sur les bases de la CARSAT des seniors qui vivent dans la commune où aura lieu l'atelier, enfin chaque atelier, et puis qui répondent à un certain nombre de critères sociaux, comme par exemple être exonéré de la CSG ou bénéficier d'une pension de réversion. Et une fois que ces seniors ont été identifiés, il y a plusieurs étapes. On leur envoie un courrier
les prévenants qu'on va les appeler, on les appelle, enfin c'est pas nous qui les appelons, c'est des professionnels qui sont des médiateurs sociaux formés à l'entretien motivationnel, qui essayent de décrocher une visite à domicile. Dans cette visite à domicile, quand ils réussissent à y aller, ils leur présentent ce que c'est que l'atelier avec un petit film et en échangeant autour de leur représentation sur ce type d'atelier. Et à la fin, on arrive peut-être à faire venir quelques seniors. Et j'avoue que il y a un effort à faire sur ce sujet. Oui, c'est énorme. Et puis il faut le mot-clé, c'est la confiance. Il faut nouer la relation de confiance avec le senior pour que à la fin, ils viennent quand même à l'atelier. Et c'est même en mettant en œuvre toute cette démarche dans les ateliers à la page. Alors c'était un peu spécial parce que c'est dans le cadre d'une recherche, donc ça en rajoute une couche aussi sur la difficulté de se dire il va falloir aussi que je puisse participer à une recherche. Oui. On a eu moins de 10%, on a eu entre 7 et 10% de personnes qui sont venues via cette procédure. Le reste venait par des recrutements classiques utilisés par les structures habituellement. Et pourquoi on n'utilise pas, ou est-ce qu'on n'utilise pas suffisamment peut-être le médecin traitant aussi dans ces cas-là? Aline Victor, je m'adresse à vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une prévention à faire et à aller chercher des relais pour toucher ces personnes âgées à la fois en entreprise, hein, les actifs, on en parlait tout à l'heure, mais aussi ceux qui sont en précarité sociale via les médecins traitants? Alors tout à fait, hein, les médecins traitants sont les premiers professionnels qui rencontrent le plus souvent leurs patients, notamment des patients âgés. La difficulté maintenant, ça va être de retrouver un médecin traitant parce que avec les déserts médicaux, tous n'ont pas possiblement l'accès à ce médecin traitant. Mais quand il y a un médecin traitant, c'est vrai que l'importance de ce médecin de pouvoir écouter, accompagner le patient sur son alimentation. On a souvent tendance à faire du curatif, peu de préventif, parce qu'on si on manque de temps, les médecins ont aussi beaucoup peu de temps à accorder à leurs patients quand ils les ont en consultation. Or, faire de la prévention, ça demande déjà d'être formé et d'être d'avoir ce temps, en tout cas, habilité à faire de la prévention. Donc, nous, ce qu'on attend en tant que professionnel de santé, c'est que le médecin soit un vrai aiguilleur et qu'il puisse, en tout cas, en regard des difficultés que peuvent rencontrer leurs patients, de les amener vers le bon professionnel en fonction des attentes du patient. Mais cet axe prévention, elle est très attendue de la part de tous les professionnels de santé. Je salue Pauline Renard qui a dû nous quitter de la picorée. Le temps passe très vite, évidemment. Une fois qu'on a attiré les personnes, hein, qu'ils sont présents, qu'ils rentrent dans les programmes de prévention, il faut réussir à les garder, à créer l'adhésion, à les fidéliser. J'ai envie de dire aussi. Je voudrais m'adresser à Justine Chang sur ce sujet. Expliquez-nous avec un spectacle comment on fait pour les tenir en alerte du début à la fin, et puis faire en sorte qu'à la fin de ces 2 heures de spectacle, je ne sais plus combien de temps ça dure précisément, mais ils aient retenu quelque chose, ils aient envie de s'informer peut-être davantage. Oui. Justement, en fait, tout est inscrit dans le cahier des charges auquel les artistes ont répondu. Dans la commande, donc, c'est de créer un spectacle. Donc, il dure que 45 minutes, hein, le spectacle de prévention, avec à l'issue un temps d'échange entre les résidents, donc MARPA aux résidences d'autonomie, et les artistes, pour justement s'assurer de la bonne compréhension des messages de prévention et une évaluation par le biais de questionnaires. Donc, dans le cahier des charges, il fallait également que nos artistes puissent s'adapter à tout espace scénique, puisque intervenir directement au sein des résidences MARPA, ils n'ont pas forcément de salles scéniques appropriées. Donc voilà, c'était une adaptation aussi à faire, avec énormément d'humour, du cirque, du théâtre, des prouesses artistiques. Donc vraiment que ce soit un spectacle avant tout, en incluant bien sûr nos messages de prévention et avec beaucoup d'interactions pour justement solliciter les résidents. Et effectivement, jusqu'à présent, on n'a eu que de très bonnes évaluations de notre spectacle. Donc, il continue à développer un petit peu partout dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Nicole Darmon, je vais vous redonner la parole. On a des questions pour vous sur le chat. D'abord, est-ce que les outils à la page et les livrets sont accessibles en dehors des ateliers des structures? Non, ils sont pas accessibles. Nous sommes en train de finaliser la mallette.
mais en fait, on va pas les rendre accessibles librement à tous. On est dans un processus de déposer une marque collective. Ça veut dire qu'il y aura des conditions d'usage pour utiliser ces outils et cette démarche. Et dans les conditions, il y a le fait d'avoir été formé pour les utiliser convenablement, et puis aussi participer à une communauté de pratique pour suivre ce qui se passe dans la dissémination de ces ateliers. On parlait de fidélisation des personnes et surtout quand on a des programmes un peu longs comme à la page, je crois que c'est sur 5 mois, hein, c'est ça, hein, c'est ce que vous nous aviez dit. La question qui nous est posée, est-ce que vous recommandez des cours de cuisine collectifs ou particuliers? Est-ce que ça permet de mieux fidéliser ou de rendre l'action de prévention plus efficace si on propose des ateliers ou des cours de cuisine, en l'occurrence dans la question, collectifs ou particuliers? Alors, je pense que Alisa pourra mieux répondre que moi, puisque nous, dans la page, on n'a pas d'atelier de cuisine. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans la page, en fait, l'adhésion et la fidélisation, elle se fait à la fois par la dynamique collective, puisque on a des ateliers collectifs et donc on a une interaction entre participants et puis participants et professionnels, mais aussi par l'individualisation et le fait que la personne ait vu pour elle-même, il y a une évaluation qui lui est propre, des conseils et des objectifs qui sont personnalisés, et ça avait été très bien dit par Madame Reynaud-Simon, que c'est vraiment important de faire ça. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elles savent qu'elles ont affaire à des professionnels. Les professionnels, diététiciens, professionnels en activité physique adaptée. Donc, voilà, ça les motive beaucoup de savoir qu'elles auront des conseils fondés et scientifiquement validés, quoi. Voilà. Justine Préjean, sur le réseau, le programme Alisa, peut-être en complément? Oui, je suis tout à fait d'accord aussi sur la fidélisation. On est vraiment sur du coup l'esprit collectif qui revient. Donc nous, c'est des ateliers une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et donc on a 4 ateliers au final, et on se rend bien compte qu'au fur et à mesure des ateliers, il y a une vraie dynamique de groupe qui se crée, et c'est très beau à voir parce qu'on se rend compte qu'ils se rejoignent en dehors des ateliers par la suite et qu'ils s'échangent des contacts et qu'ils ont plaisir à faire ça, et ils sont même un peu frustrés à la fin de se quitter lors des ateliers et demandent une suite. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais peut-être par la suite. Et pour ce qui est du cours de cuisine, c'est vraiment en effet un atelier qui plaît parce que il y a souvent des personnes, soit qui en effet ne cuisinent pas du tout, donc qui n'ont aucune connaissance dans le domaine. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a des premières fois. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est la première fois que je cuisine cet ingrédient, je l'aurais jamais fait avant. Je suis ravie de pouvoir découvrir ça. Donc l'aspect collectif, je pense qu'il est très important, surtout que c'est des personnes qui souvent vivent seules. Et donc cuisiner pour soi, c'est toujours moins intéressant, alors que cuisiner pour tout le monde et surtout déguster ensemble par la suite, c'est toujours plus intéressant et plus motivant en tout cas. Une sorte de plaisir aussi, retour du plaisir de manger et de casser la solitude. Réaction peut-être d'Agathe Reynaud-Simon pour terminer sur ce sujet, ce webinaire. Il est presque 12h30. En fait, j'ai trouvé que vous me parlez de l'ensemble du webinaire, vous voulez dire? Oui, de l'ensemble, mais déjà sur ce sujet-là, du plaisir de manger, de la fidélisation, comment on crée en fait de l'adhésion dans ces différentes dimensions. Alors c'est vraiment la clé. Je crois il faut y trouver du plaisir. Il faut y trouver du plaisir de rencontrer des gens, d'échanger. Et c'est vrai qu'on a vu, j'ai visité des ateliers d'activité physique adaptée, par exemple, où en effet, la cohésion de groupe était majeure. Et finalement, il y avait une des animatrices du groupe qui disait, de toute façon, même si je viens pas, elles se retrouvent et elles mangent des gâteaux, etc. Donc, finalement, le côté social et humain de l'affaire, je crois qu'il est capital. Il y a le plaisir de manger aussi, de pas peut-être de se sentir respecté aussi dans ses limites, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent moi je peux pas manger ça parce que ça me fait mal au ventre, ou bon, peu importe si c'est médical ou pas, en fait il faut respecter les limites de chacun. Dans sa culture aussi, j'imagine. Dans sa culture aussi, et donc c'est dans cet échange qu'on va avoir
de l'efficacité. Les personnes ont besoin d'être soutenues. Ce qui me frappe, c'est la qualité de toutes les interventions dont on a entendu parler aujourd'hui, et aussi l'ampleur du travail qui reste à faire, en sachant que tous ces travaux intéressent finalement forcément des petits groupes de patients, et maintenant les gens de plus de 60 ans, c'est presque 20 millions de personnes en France. Et donc, comment on va faire pour adapter ces programmes qui sont très intéressants et faits à relativement petite échelle, hein, c'est vrai pour tous, à une population qui devient massive et qui vieillit. Donc ça, la question, c'est comment on va pouvoir multiplier les choses, comment on va pouvoir les optimiser, comment on va pouvoir réfléchir sur le suivi à long terme de l'ensemble de cette population. En effet, pas seulement en incluant les gens, en effet, qui sont très sensibilisés et très volontaires, mais en allant chercher ceux qui sont, disons, peut-être plus isolés vis-à-vis de la prévention de la santé et peut-être un peu plus méfiants, ce qu'on peut très bien comprendre aussi, ce qui sont plus précaires. Donc voilà, ça c'est les réflexions du moment. Est-ce qu'on n'a pas aussi plus de mal aujourd'hui à toucher des personnes qui sont à domicile plutôt que celles qui vivent en EHPAD notamment, ou dans des institutions? Est-ce que c'est pas aussi l'enjeu, il est pas là, de réussir à aller davantage présenter la prévention à domicile? En fait, c'est bien vers ça qu'on va tous là aujourd'hui, hein, c'est que quand on est en EHPAD, bien sûr qu'il faut s'occuper de la nutrition, de l'activité physique, mais le pronostic, il est réglé, quoi. La personne, elle va pas redevenir autonome, etc. Donc, c'est difficile. C'est la prévention très précoce qui va pouvoir avoir une efficacité et qui a une chance de modifier le parcours de soins. Et c'est à domicile que ça se fait. C'est avec les professionnels du domicile, que ce soit les médecins, les infirmières libérales, les diététiciens, l'organisation des CPTS. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est que chacun puisse organiser un réseau sur son territoire et puis profiter des pharmaciens aussi, qui voient beaucoup les personnes qui se confient beaucoup, hein, aux pharmaciens, et essayer de trouver un réseau efficace à travers de tout ça. C'est mobiliser encore des personnes qui sont déjà bien occupées, me semble-t-il, quand on parle des professions libérales notamment. C'est en effet un gros travail. Il va falloir y réfléchir. On va pas trouver toutes les réponses aujourd'hui, on l'imagine bien. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je pense avoir fait le tour à peu près des questions qui étaient posées dans le chat. Je voudrais vous remercier tous pour vos interventions. Est-ce que Nicole Darmon ou quelqu'un du comité scientifique de l'Institut for a Positive Food voudrait dire un mot pour conclure, peut-être, Nicole, pour conclure ce webinaire? Écoutez, je suis absolument ravie. Merci de me donner cette phrase de conclusion. Je pense qu'on a fait un tour très intéressant. J'ai noté le mot holistique qui est revenu souvent dans les présentations et aussi dans les commentaires dans le chat. Je pense qu'effectivement c'est vers là qu'il faut aller, et je crois qu'on a tous ça en tête. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à toutes les intervenantes de ce webinaire organisé donc par l'Institut for a Positive Food. Vous pourrez bien sûr revoir le replay de nos échanges sur le site de l'Institut dans quelques jours. Je pense que ce sera mis en ligne très rapidement. Merci à toutes. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.